Même les gens les plus intelligents sont menacés par le phénomène de l'emprise. L'emprise dans un couple, l'emprise avec une figure dans sa famille, l'emprise avec un manager ou des formes d'emprise sociale. On comprend aujourd'hui beaucoup mieux les mécanismes et pour expliquer ces mécanismes, pour nous rendre la liberté, pour comprendre qu'est-ce que c'est l'emprise, la sienne mais peut-être celle de nos proches, celle de gens autour de nous, je reçois le spécialiste le plus extraordinaire sur cette question, Marwan Méry. Vous allez voir, avec lui, on comprend vraiment qu'est-ce qui se passe dans le phénomène d'emprise. Et c'est à la fois lumineux de comprendre, ça permet tellement de comprendre ce qui se passe autour de nous, et ça nous permet de retrouver un vrai pouvoir sur notre vie. Moi, je suis Fabrice Midal, philosophe, auteur de nombreux livres, dont le tout dernier, que j'espère que vous aurez envie de lire, Empêcher que le monde ne se défasse, 19 leçons de résistance. Bienvenue dans Dialogue, vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Marwan. Bonjour Fabrice. Tu travailles à aider les gens à sortir de l'emprise. Et l'emprise, on est tous concernés, soit parce qu'on voit l'emprise sociale, et ça nous pose des questions pour l'avenir de la démocratie, soit des managers toxiques qui ont une emprise sur nous ou sur nos équipes, l'emprise dans le couple, et on parlera même de choses plus graves encore, comme les phénomènes sectaires, parce que tu as essayé de sortir, tu as même sorti des gens de sectes. Donc on va essayer de comprendre un peu plus précisément c'est quoi l'emprise et comment en sortir. Mais d'abord, c'est quoi l'emprise ? Alors si je devais résumer l'emprise, pour moi, c'est de la suggestion psychologique. Finalement, la raison va s'effacer au profit du manipulateur, que ce soit une intention volontaire de la part de quelqu'un ou quelquefois même involontaire. Donc la personne sous emprise perd un contrôle, une certaine autonomie, puisqu'elle ne va pas raisonner à l'aune de ses propres filtres, mais elle va subir finalement ce qu'on va lui imposer. Et quand tu parles au niveau sociétal, effectivement, l'emprise peut être régie ou peut être nourrie par la peur, par l'autorité, par la culpabilisation. Tout ça qui fait que par moment, l'émotion va prendre le pas sur la raison. Les gens vont perdre en discernement, en esprit critique, et ils vont se soumettre à un diktat ou bien à des règles qui petit à petit va effacer leur liberté d'action. Et c'est ça le phénomène d'emprise. Ce que tu dis dans ton livre, qui est, je crois, saisissant, même un peu glaçant, c'est que tout le monde peut être pris par l'emprise. Parce on pourrait penser, oui, c'est des gens un peu faibles qui sont dans l'emprise, mais tu montres que les techniques de manipulation sont tellement profondes que il ne faut pas être trop naïf. On est beaucoup plus susceptible qu'on ne le croit d'être un jour sous emprise. Exactement. J'ai connu du CSP+, donc des catégories socio-professionnelles très développées, même des gens issus de grandes écoles, ou à l'inverse, des métiers, on va dire, en fait, un peu plus, je dirais, basiques, sans aucun préjugé, évidemment, derrière tout ça. Et en fait, on est tous perméables. Pourquoi ? Parce que notre condition humaine fait qu'on a des émotions. D'ailleurs, c'est ce qui nous différencie des machines. On souffre de dissonance cognitive, on a un besoin de croire. Quelquefois, on réinterprète la réalité à notre insu. Et donc, finalement, je dirais que l'emprise s'affranchit finalement de notre niveau social, de notre environnement culturel, même de l'éducation qu'on a pu recevoir, même si effectivement, on le sait aussi que généralement, le niveau d'études ou la capacité à bien être entouré peuvent constituer un bouclier justement à des phénomènes d'emprise. Mais on reste tous perméables, et moi le premier. Et une des raisons pourquoi on est perméable, c'est souvent, tu dis, une blessure qui vient. Il y a une forme d'humiliation, de déception, et d'un seul coup, on devient un peu plus perméable. Au fond, on a tous une certaine protection devant l'emprise et devant certains accidents de la vie. C'est ça qui fait que d'un seul coup, on est moins... on est plus perméable à l'emprise. Oui, tout à fait. On le voit souvent, notamment si par exemple j'en parle d'emprise sectaire, même si évidemment ça peut être simplement la pointe de l'aiguille, parce que l'emprise, comme tu le disais à juste titre, est beaucoup plus large que ça.
on se rend compte que des gens qui vivent des déceptions, des deuils, des souffrances, ils vont chercher à donner du sens à ce qu'ils peuvent vivre, parce que profondément, la vie peut être injuste. Et quand finalement on va loger un discours dans ce besoin de comprendre, qui est rassurant, simpliste, ça peut être en fait du prêt à penser, bah, évidemment, ça nous permet quelque part de pouvoir avancer. Et c'est le principe, en fait, si tu veux, du besoin de clôture cognitive dont beaucoup de personnes peuvent souffrir. Tu sais, par exemple, il y a des gens qui ont beaucoup de mal à vivre avec l'incertitude ou l'absence de réponse. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire dans bien des cas? Ils vont apposer une solution ultra simpliste à un problème ultra complexe. Et donc, bah, c'est rassurant de se dire, bah, maintenant, j'ai une réponse, ce qui me permet de combler l'angoisse du vide et ce qui me permet du coup d'avancer. Et comme tu le disais, que ce soit la souffrance, l'injustice, l'humiliation, tout autre, on va dire, facteur qui pourrait abîmer la personne, si ce facteur peut être comblé justement par une réponse adéquate, bah, les gens auront tendance à ce moment-là à plus rentrer facilement dedans. Et quand celui, justement, qui va apporter cette réponse a une intention de nuire à la personne, bah, il peut faire un peu ce qu'il veut. Quelque part, il profite de la faiblesse de quelqu'un à un moment donné. Donc en fait, tu montres, là, il y a déjà deux axes. Un axe, c'est qu'on est pris par des émotions qui nous aveuglent. Et deux, notre volonté de comprendre, là, presque une forme de notre raisonnement, joue contre nous parce qu'on veut être cohérent à tout prix. C'est ça. Et au fond, nous sommes d'autant plus victimes de l'emprise que nous avons du mal à accepter qu'il y a de l'incertitude. Exactement. Et ça, c'est assez rare qu'on décrive comme ça l'emprise. Ouais. Parce que tu fais une description qui va un peu à l'encontre des idées reçues. Voilà, on a de l'emprise parce qu'on est quelqu'un de faible. Non, c'est beaucoup plus structurellement humain d'être à la merci d'une forme d'emprise. Oui, complètement. En fait, dans les facteurs de perméabilité universelle dont je peux parler dans l'ouvrage, en fait, il y a quand même ce besoin de croire. On a besoin de donner du sens, justement, à l'inexplicable, à l'incertitude et à la complexité. Et en fait, la force quand même de l'emprise, c'est quand quelqu'un est dans le doute et qu'on lui apporte une solution qui peut justement permettre d'effacer en partie le doute, c'est très tentant en fait, justement, de s'y jeter corps et âme. Si par exemple tu souffres et je suis capable de t'expliquer ta souffrance, eh ben là, quelque part, tu me regarderas très certainement différemment. Et si je veux exploiter justement cette relation, je pourrais créer une relation de dépendance et après régir en fait ta vie intime, ta vie sociale et puis toutes les règles en fait de l'environnement socioculturel. Et c'est là où ça peut être très compliqué. Et c'est pour ça qu'effectivement, on reste des humains et notre condition fait qu'on a besoin de croire. Et c'est d'ailleurs, si on fait un petit parallèle, c'est également l'origine des religions également. Les premières religions remontent à peu près à 100 000 ans avant Jésus-Christ, avec les premières sépultures qu'on pouvait constater. Les anthropologues considèrent qu'il y a plus de 10 000 religions dans le monde. Et en fait, souvent, les religions cherchent à répondre aux questions suivantes, d'où on vient et où on va. Évidemment, je ne dis pas que les religions sont un phénomène d'emprise, rien à voir avec tout ça. Mais ce que je veux expliquer derrière tout ça, c'est qu'on a tous ce besoin finalement de donner du sens, qui peut être répondu soit par la psychologie, soit par la religion, soit par quelquefois du développement personnel également. Finalement, c'est comment on transcende sa condition pour devenir quelqu'un de meilleur. On a besoin de comprendre finalement nos croyances limitantes. Et puis également, d'une façon un peu plus nuisible, on peut avoir, que ce soit des sectes ou des personnes toxiques qui vont profiter de ces mécanismes-là, justement pour développer une relation de dépendance et agir sur l'autre à son insu. C'est quoi la frontière ? Moi, je dirais que c'est l'intention. En fait, je dirais que c'est l'intention. Parce que finalement, on est d'accord qu'on manipule et on influence tous au quotidien. Finalement, je pense que c'est notre raison d'être. Tout le monde a besoin d'avoir un statut social et de pouvoir exercer une influence sur l'autre. Voilà, l'humain se caractérise comme ça. Et après, pour moi, dès lors qu'on agit sur l'autre avec une intention qui peut être délétère, voire mortifère, effectivement, tout ça, ça relève, en l'occurrence, de la manipulation et de l'emprise. Tu peux agir sur quelqu'un à partir du moment où tu n'oublies jamais l'intérêt supérieur, voilà.
c'est-à-dire son bien. Mais à partir du moment où tu occultes ça, pour moi, on est plus proche de la manipulation lourde et de l'emprise. On peut prendre un exemple dans un couple, par exemple. Comment se met en place l'emprise? Ouais. Les mécanismes d'aliénation. Ouais, ou juste à quel moment je peux me dire, là, je suis sous emprise. Ouais. Parce qu'on ne le remarque pas. La plupart des gens vivent une relation et ont l'impression que le problème, c'est eux, sans qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Mais à quel moment on peut dire, ah ouais, là, en fait, je suis sous emprise? Alors, déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est très mauvais juge pour soi. Ce qui veut dire que dès lors que le phénomène d'emprise se met en place, c'est très compliqué d'avoir le discernement nécessaire pour avoir conscience, en fait, qu'on en subit les effets. En fait, si tu veux, c'est le propre des suicidaires. J'en ai géré beaucoup dans ma vie. Et souvent, quand j'ai pu intervenir dessus, quand tu regardes les motivations profondes qui pourraient pousser un passage à l'acte, tu pourrais dire, mais le type, il va quand même pas sauter pour ça. C'est pas grand-chose. Sauf que pour lui, c'est énorme. Et donc, tout ça pour dire qu'on est généralement de très mauvais juges pour soi. Ce qui est compliqué, pour le coup, c'est que quand le phénomène d'emprise, en fait, a lieu, c'est toujours de façon très, très insidieuse. Et en fait, c'est une accumulation, si tu veux, de petites barrières qui ont cédé à l'insu de la personne. Il faut surtout comprendre, en fait, ces barrières qui cèdent, les avoir en tête, pour que là, on ait la présence d'esprit de se dire « Ah, en fait, je suis peut-être à la 4e ou la 5e barrière qui a cédé ». Parce que c'est très, très compliqué, en fait, de le ressentir. Parce que quand la personne, par exemple, ses choix deviennent très limités à son insu, c'est compliqué pour elle de se dire qu'en fait, il y a 5 ans, j'avais un choix pléthorique dans mon panel de décisions, et maintenant, en fait, mon conjoint ne me fait subir que des faux dilemmes. Et ça, pour le coup, c'est compliqué de s'en rendre compte. C'est pour ça qu'effectivement, les gens qui sont sous emprise, il n'y a rien de pire, en fait, que finalement, qu'ils s'isolent. D'où la nécessité, en fait, de rester quand même assez proche d'eux. Donc, on peut parler des mécanismes qui font que les personnes basculent, mais tout ça pour dire, en fait, c'est que c'est le propre d'un biais cognitif. Tu vois, biais cognitif, le codex en recense plus de 250, et on pourrait se dire, le fait de connaître les biais cognitifs, c'est ce qui me permettrait de m'en prémunir. Mais en fait, pas du tout, parce qu'on est juge et partie. Tu vois, par exemple, un biais de confirmation que tout le monde connaît à peu près, savoir qu'on souffre par moment de biais de confirmation, c'est compliqué, en fait, puisqu'on cherche souvent à rétablir notre cohérence interne et prendre des décisions qui nous paraissent cohérentes. Mais dans bien des cas, c'est des petits arrangements avec nous-mêmes, en fait. Et donc, c'est pour ça que l'emprise, encore une fois, tant qu'on est seul, c'est compliqué de comprendre finalement qu'on en souffre réellement. Donc, c'est en parlant avec d'autres. Ouais. Donc, reprenons encore l'exemple. Je suis dans une situation de couple. Comment savoir quels sont les critères qui me permettraient de voir, là, je suis sous emprise, ou bon, c'est juste que mon conjoint veut toujours avoir raison, et c'est son caractère, et c'est un peu chiant, mais je suis pas sous emprise. Alors, je pense que pour bien l'expliquer, il faut comprendre effectivement ces différents mécanismes. Le fait d'en avoir conscience, c'est ce qui nous permet finalement de faire un pas de côté et de se dire « Ah oui, mais oui, j'ai plus le droit à ça, je peux plus faire ça ». Et donc, du coup, cette sorte d'inoculation psychologique nous permet finalement de considérer notre réalité différemment. Donc, je dirais que le premier phénomène, c'est l'isolement. En fait, généralement, l'emprise va provoquer un isolement auprès des proches, de la famille, de l'institution, des médias ou autres. Et donc, généralement, ça se fait de façon assez insidieuse. Donc, ça veut dire que le périmètre, finalement, d'action de la personne sous emprise se réduit à son insu, puisqu'elle est coupée, en fait, des autres. Ça, c'est le premier point, l'isolement. Comment font donc les manipulateurs pour faire qu'on ne s'en rende pas compte? Parce que ça, le paradoxe, c'est que l'emprise fait que je suis isolé, et ça s'est fait sans que je m'en rende vraiment compte. Réunion de famille, par exemple, le manipulateur va lui dire « Écoute, je suis fatigué, en l'occurrence, j'ai pas envie d'y aller, on ira la prochaine fois. » Donc, ça peut être, par exemple, le conjoint va considérer « Ah bon, attends, je vais pas te laisser tout seul, si t'es malade ou si t'es fatigué, je vais rester avec toi. » Donc, petit à petit, en fait, il va trouver des bons prétextes pour ne pas participer à certaines réunions, d'accord, ou certaines invitations qui vont être déclinées. Alors, au départ, c'est une fois par semestre.
après une fois par mois, et peut-être après une fois par semaine. Mais en fait, tu vois, cette approche séquentielle, cette maturation lente, elle va s'imposer à l'insu de l'autre. Et après, tu ne vas plus te rendre compte, en fait, que c'est une fois tous les semestres que tu refuses, mais finalement, c'est une fois par semaine. Donc, ce que tu décris, c'est que l'emprise fait que ce n'est pas que l'autre a une vraie emprise. Je ne veux plus que tu sortes, parce que ça, on le verrait, mais ça se passe. Exactement. Mais comment savoir si c'est parce qu'il est extrêmement, par exemple, timide et qu'il n'aime pas sortir, ou sentir que son intention est de m'enfermer? Oui. Alors après, il faut connaître la personnalité de la personne. Si par exemple la personne est un schizoïde, ça on le sait, donc c'est une personne sur 100. Les schizoïdes, ce sont des gens qui sont réservés, qui sont solitaires et qui semblent désintéressés des relations humaines. Ils ont souvent recours à des plaisirs solitaires. Donc c'est souvent des fans de BD, de Star Wars, ils se réfugient, je généralise évidemment, ils se réfugient souvent dans la lecture et ils sont pas à l'aise en groupe. Donc quand on sait que son conjoint est comme ça, évidemment, le fait qu'il refuse plusieurs invitations, rien d'anormal. Quand on a un conjoint qui est assez exubérant, qui est assez promouvant, et que finalement, en 2 ans, il refuse toutes les invitations de famille, les sorties, d'aller à des mariages ou ce genre de choses, on peut se dire, le conjoint que j'ai connu, voilà, quand je suis tombée amoureuse, n'est plus du tout le même maintenant. Et en fait, c'est cet effet de contraste qui peut nous aider. C'est pour ça qu'il faut bien connaître la personnalité de la personne. Donc ça, on a fait le premier point, l'isolement. Le deuxième, la répétition. Ouais, le deuxième point, oui, c'est la répétition. Effectivement, c'est la répétition des messages, que ce soit les slogans, que ce soit les rituels. On va ritualiser beaucoup de choses. C'est la même chose également auprès des sectes. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le manipulateur ne va pas chercher à convaincre par la raison, d'accord, mais va conditionner par la redondance. Et en fait, le fait de répéter certains messages vont devenir un peu des vérités absolues. Et ce qui veut dire que, également, comme l'information extérieure va être filtrée, voilà, petit à petit, la personne sous emprise va se détacher de tout ça et va épouser en fait des discours un peu, on va dire, radicaux du conjoint. Tu vois, habille-toi comme ça, voilà, tu devrais suivre en fait ce que je te dis, regarde, tu te portes mieux. Et puis la personne ne va plus finalement réfléchir par elle-même, mais elle va épouser finalement la réflexion de son conjoint. Donc le principe là, c'est qu'à force que la chose soit répétée insidieusement comme ça, par petites touches, je finis par accepter sans y réfléchir. Exactement, c'est ce qu'on appelle également de la mitridatisation. La quoi? La mitridatisation. En fait, c'est ce dont je me sers souvent en négociation, notamment quand quelquefois je dois rentrer dans le cerveau de quelqu'un. Mithridate, c'est l'ancien roi du Pont, donc c'est la Turquie, 2e siècle avant Jésus-Christ. Et en fait, ce que faisait ce roi, chaque jour, il ingérait des fines quantités de poison pour développer un antidote naturel. Okay. Et donc, en fait, tu vois, la mitridatisation, c'est à chaque fois c'est de distiller petit à petit les petits messages pour qu'en fait, ça devienne une nouvelle réalité pour l'autre. Donc, on ne cherche pas finalement à le convaincre frontalement parce que ça pourrait opposer des résistances. Et donc, on va mitridatiser le message. On va distiller à chaque fois par petits bouts pour que la personne s'approprie d'elle-même ces messages. Par exemple, tu es toujours comme ça. Et la personne, tu es toujours... T'es vraiment très fragile ou Exactement. Toujours... Et donc la personne finit par intérioriser qu'elle l'est, alors qu'elle l'a jamais été. Alors qu'elle l'a jamais été. Et donc si vous le faites à chaque fois de façon discrète, voilà, petit à petit la personne intériorise ses messages à son insu. C'est ça qui est fou. Par contre, si je te dis voilà, t'es vraiment quelqu'un de fragile, là ça va pouvoir provoquer chez toi de la réactance psychologique. Tu vas peut-être te dire attends, pas du tout. Voilà, tu vas chercher à se défendre. Sauf que si de façon, on va dire, si je glisse à ton insu, à chaque fois un tout petit peu que tu es fragile, tu verras qu'au bout d'un mois, tu vas considérer véritablement que tu es fragile. C'est de la mitridatisation. Ça, on voit ça aussi beaucoup avec les managers toxiques. Exactement. Là, on pense qu'ils finissent toujours par finir par dire tout le temps une sorte de réalité et qu'on finit par... ouais, exactement. Et le problème, c'est que ça devient après identitaire. Et c'est là où c'est compliqué. Donc la personne va se définir, en fait, sous la forme de son identité. En fait, mon identité est « je suis fragile ». Et là, pour le coup, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, c'est un nouveau phénomène qui s'appelle l'étiquetage. La personne, pour rester cohérente par rapport à elle-même,
parce que sa nouvelle identité, c'est la fragilité, elle va se comporter en adéquation avec la fragilité qu'on lui impose. Donc même si elle n'était pas, pour rester cohérente, voilà, le risque c'est qu'elle le devienne. Alors les autres mécanismes d'aliénation? Ouais, après, je dirais que c'est le contrôle de l'information. Ça, c'est hyper important. Tu vois, on parlait de répétition des messages. Après, c'est le contrôle de l'information. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que les informations extérieures, elles sont discréditées, alors que les messages intérieurs, ils sont glorifiés. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est là le plus important. Et c'est là où on voit qu'on peut basculer. C'est que la nuance n'existe plus, on n'est plus capable de comparer et on adopte une vision très manichéenne. C'est bien, c'est pas bien, c'est beau, c'est moche. Et en fait, le manipulateur, c'est ce qu'il va tenter d'obtenir, en l'occurrence, de la personne sous emprise. C'est qu'elle n'ait plus de discernement, elle n'ait plus d'esprit critique, mais elle raisonne simplement avec une vision noire et blanche. Et donc, comment elle le fait? Encore une fois, tout ce qui vient de l'extérieur, c'est mauvais. Tout ce qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire de ce qu'on se dit, ben ça, c'est bien. Ça, c'est moins le cas dans les couples. C'est moins le cas dans les couples, sauf s'il a procédé par inoculation psychologique. Je m'explique. L'inoculation psychologique, c'est utilisé par les gourous, membres des sectes. En l'occurrence, si par exemple, je sais que je t'ai pris sous mon emprise, Fabrice, d'accord ? Et je veux être sûr, en l'occurrence, que tu sois insensible au discours extérieur. Parce que j'ai provoqué chez toi une pensée manichéenne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire de l'inoculation psychologique. Ça va donner ça. Donc, je vais préparer les messages qu'on pourra te dire, qu'on pourra te servir. Tu verras, Fabrice, hein, les gens, ils te diront souvent que je suis un menteur. Tu verras, les gens te diront souvent, en fait, que je te veux du mal. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand tes proches vont venir te voir et ils vont utiliser exactement les mêmes éléments de langage, tu vas dire, putain, c'est fou. C'est ce que Marwan avait anticipé. Et ça ne va faire que renforcer notre relation de dépendance. C'est horrible. Et ça, c'est ce qu'on appelle, enfin du moins ce que j'appelle l'inoculation psychologique. Ça, on le voit moins dans les couples, mais on le voit beaucoup dans beaucoup d'entreprises. Alors, tu peux le voir en couple, hein, je l'ai vu pour des amis à moi, où en fait, les types étaient de tels manipulateurs, là en l'occurrence, c'était des hommes, en fait, qu'ils avaient préparé véritablement les éléments de langage que les proches pouvait servir à sa femme, et ça je l'ai vu plusieurs fois, c'est horrible. Et c'est horrible. Et donc du coup, oui, on le voit chez des managers toxiques, mais on le voit dans des couples au même titre que les gourous sont un peu plus adeptes de tout ça, on est d'accord. C'est clair. Mais je l'ai vu également dans des couples et des amis proches, malheureusement. Mais alors, les gens qui font ça dans un couple, ouais. Mais pourquoi ils font ça? Mais pourquoi ils font ça? Ah ben ça, généralement, ça peut venir de beaucoup de choses. En fait, tu vois, tout ce qui est ce type de déviance vient soit de l'éducation reçue, soit de l'environnement socio-culturel, ou soit du vécu. Quelquefois, tu peux reproduire ce que tu as vécu. Quelquefois, par phénomène de réparation, tu vas agir à l'inverse de ce que tu as pu vivre également. Et en fait, tu peux avoir souvent une sorte d'insécurité personnelle qui va te faire agir comme ça. Ou les managers toxiques qui vont utiliser quelque part la domination pour pouvoir s'imposer, faute de mieux. Du coup, ils vont utiliser l'emprise. Donc l'emprise, c'est une manière d'essayer de s'imposer, faute de mieux. Ouais, exactement, ça peut être ça. Peut être ça. Ou sauf quand tu as un comportement qui est vraiment déviant, tu es un pervers. Et là, tu as du plaisir à faire ça. Exactement. Et là, c'est autre chose. Tu veux mettre l'autre dans tes raies. Exactement. Et tu as du plaisir à voir l'autre. Ouais, et souffrir. Et là, tu vas utiliser deux outils qui marchent super bien, la peur et la culpabilisation. Ah oui, non, on n'avait pas encore parlé. Ouais. Donc la culpabilisation... Ouais, la culpabilisation. Alors ça, si tu veux, c'est vraiment quand t'enfonces le clou. Tu sais, quand tu commences à être sous emprise, en fait, ce qui peut se passer, c'est que tu es quand même du doute. Tu doutes finalement du bien fondé du comportement de l'autre. Et puis, quelquefois aussi, tu as des besoins personnels. Mais comme ils sont régis par l'autre, finalement, ce qui va se passer, c'est que ça va provoquer chez toi un phénomène d'autocensure. Tu ne vas pas oser dire, en fait, ce que tu ressens. Ce qu'on appelle aussi le gaslighting, c'est qu'en fait, tu as une modification de ta perception. Tu te dis, ah non, finalement, c'est moi, c'est pas lui, et ce genre de choses. Et en fait, ce phénomène de culpabilisation, il est horrible. Pourquoi? Parce que la personne va s'en servir à l'insu de la personne sous emprise, et à chaque fois, ses propos vont être réinterprétés. Finalement, si je me suis énervé, c'était à cause de toi. Je t'avais dit, en fait, qu'il faut toujours mettre la table à 19h. Tu l'as mis à 19h05, tu vois? Et donc la personne va se dire « Ah ben oui, je suis vraiment désolé ». Et petit à petit, ces petits renoncements vont faire qu'elle va basculer à son insu. Et donc en fait, c'est ça qui est le pire que tout, je dirais, c'est la culpabilisation et la peur. Voilà, c'est ce qui enfonce le clou.
C'est terrible. Ouais, un peu, ouais. C'est... Et il y a aussi, tu dis, la réécriture de l'histoire personnelle. Ouais, ça c'est vrai. Et on le voit aussi bien au sein d'un couple, effectivement, qu'au sein d'un groupe polarisé, dit sectaire. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le passé va être réinterprété à l'aune de la nouvelle relation. Par exemple, ça va te dire ça, en fait. Ben regarde, il y a 10 ans, Fabrice, t'étais malheureux. Maintenant, en fait, c'est plus le cas. Tu vois, cette relation, finalement, elle t'a sauvé. Quand c'est un groupe polarisé, c'est ça. Tu te rappelles cette souffrance que tu avais du mal à caractériser et à qualifier? Ben maintenant, regarde, on est capable, en fait, de donner du sens à tout ça. Tu vas réinterpréter le passé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la psychologie cognitive le montre bien, c'est que nos souvenirs, sans arrêt, ils sont reconstruits. Parce que, en fait, notre mémoire, elle est malléable. Et donc, un discours imposé, un récit imposé, voilà, peut prendre le pas, en fait, sur véritablement des éléments vécus. C'est là où c'est hyper compliqué. Donc, le passé peut être réinterprété. Tu as des exemples? Ouais, oui, j'ai des exemples marquants. J'en avais notamment sur une famille qui était sous emprise. C'était une famille nombreuse, et puis il y avait quelques-uns qui étaient sous emprise. Et je me rappelle de De quelle forme? Dans la famille? Ouais, au sein de la famille, effectivement, un père qui était autocratique. Il avait reconstitué, on va dire, sa propre religion, on va l'appeler ça comme ça. Et en fait, bah, il faisait souffrir ses enfants et ses petits-enfants. Il avait reconstruit, en fait, une sorte de secte, mais au sein de sa petite famille. Et en fait, il y avait l'un d'entre eux qui était dirigeant d'entreprise. Je l'aidais sur pas mal de missions de négociation. Voilà. Et puis, un jour, il m'avait avoué, en l'occurrence, qu'il était sous emprise. Et donc, j'ai mis plus de 2 ans à le sortir de là. Et la force, on va dire l'avantage que j'avais, c'est qu'il avait un pied dans sa famille sous emprise et un pied à l'extérieur. Donc, il avait quand même un peu ce discernement. Et en fait, ce dont s'était servi son père, c'était très, très simple. Il lui disait... Tu vois, finalement, l'enfance malheureuse que tu as pu avoir. En fait, l'enfance malheureuse n'était simplement qu'imposée par son père. Mais il lui disait ça. Tu vois, l'enfance malheureuse que tu as pu avoir. Il disait, ben oui, papa. Eh ben, en fait, tu es d'accord que si je n'avais rien fait, ce serait encore pire pour toi à l'heure actuelle. Alors que là, avec les prières que tu m'adresses, et que tu adresses également, il avait créé un Dieu, bon bref, voilà, on est d'accord que tu vis des instants et des moments qui sont bien meilleur par rapport à ce que tu as vécu avant. Et donc, par phénomène de comparaison, voilà, en fait, ce que faisait, du coup, ce dirigeant d'entreprise, il se disait oh, c'est vrai que pendant toute mon adolescence, j'ai souffert, mais parce que le père l'avait fait souffrir. Et en fait, ce qu'il faisait, comme c'était un énorme pervers, il valorisait quelquefois les bons moments qu'il avait avec son fils en lui disant bah, tu vois, heureusement qu'on a installé cette relation, sinon tu serais encore en train de souffrir comme il y a 20 ans. C'est horrible. Donc, il utilisait l'effet de contraste, et le type était un vrai pervers. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, ah oui, c'est vrai, papa. En fait, c'est vrai que là, aujourd'hui, tu as été sympa avec moi. Et en fait, après, c'est ce que j'appelle le syndrome des femmes battues. Il s'émerveillait de la normalité. En fait, les femmes battues, souvent, elles peuvent dire ça. Oh, mon mari, il est super. Cette semaine, il m'a pas frappé. Non, ce qui est pas super, c'est qu'il te frappe d'habitude. Mais tu vois, elle va s'émerveiller de la normalité. Tu vois? Et en fait, c'est exactement ce qui passait pour lui. Il s'émerveillait que son père soit sympa une journée. Et donc, son père mettait sur le compte du fait que ça se passe bien, en fait, en l'occurrence, toutes les mauvaises années derrière. Quoi. Ah oui, donc c'est vraiment... On voit, c'est très subtil. Oui, exactement, c'est très insidieux, c'est pernicieux. En fait, c'est du poison qui se distille dans le cerveau de l'autre. Et le risque, c'est que ça devient ensuite identitaire. En fait, ce qui est le plus pernicieux, c'est quand l'identité repose sur la radicalité de la croyance. C'est là où c'est le plus difficile. En fait, tu n'as plus aucun discernement. Tu agis comme ça parce qu'on t'a demandé de le faire et tu ne t'autorises même plus à penser pourquoi tu en es là. Ton identité a shifté. Comment tu en es arrivé à t'intéresser à ces questions et à réussir à faire... Parce qu'au fond, ton approche, ce qui est un peu unique dans ton livre, c'est l'idée de décortiquer les mécanismes. Parce que ce qu'on fait là un peu rapidement, dans le livre, tu fais ça très précisément. Au fond, ce que tu essayes de montrer, c'est que la seule manière de s'en sortir, c'est de décortiquer très précisément les mécanismes, parce que sinon, on n'y voit rien. Qu'est-ce qui t'a fait que tu te consacres à ça, et comment t'en es arrivé à ce repérage si fin? Oui.
Je pense que ça vient de mon métier. Moi, je suis négociateur, donc j'interviens sur tout type de situation, que ce soit de la crise avec de l'extorsion et du kidnapping ou des suicidaires, que ce soit des négociations commerciales à fort enjeu, beaucoup de conflits sociaux ou des relations diplomatiques, et même face à des patients qui souffrent de maladies chroniques et qui refusent de prendre leur traitement. Donc ça fait plus de 25 ans que je fais de la négociation, et mon job en tant que négociateur, c'est pas d'essayer de convaincre les gens, ça ne marche pas, c'est d'induire le changement. Donc comment je vais provoquer la prise de conscience chez eux, ok, pour qu'ils acceptent souvent une solution dégradée, ou que finalement, je fais en sorte qu'ils acceptent finalement ce que je veux qu'ils fassent. Et évidemment, dans ce métier-là, on peut se servir de beaucoup de méthodes, dont l'influence, évidemment, et également la manipulation quand elle œuvre pour un intérêt supérieur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours voulu pousser les curseurs un peu plus loin dans ma vie, en me disant, quand j'ai des niveaux de rigidité tellement forts, comment je vais faire pour faire basculer les gens? Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, ce qui importe, c'est le niveau d'adhésion à la croyance. Plus le niveau d'adhésion à une croyance est fort, plus ce sera difficile justement à faire bousculer tout ça. Et donc, ces sujets m'ont passionné. Et en fait, j'ai été confronté souvent à des gens qui sont 1000 fois plus puissants que moi, parce qu'ils ont un rapport de force qui est très favorable. Et je me suis dit, quelquefois, j'arrive à la limite de ce que je suis capable de faire en négociation. Donc, comment je joue à ce moment-là sur les mécanismes pour induire un changement chez eux. Et après, mon métier m'a fait que quand j'étais aux opérations spéciales, donc au COS, le Commandement des opérations spéciales, ma spécialité, c'était l'influence et la négociation de crise. Donc, finalement, c'est comment je rentrais dans la tête de certaines personnes. Et donc, par prolongement, je me suis intéressé après à l'emprise sectaire, à l'emprise familiale. Et je me suis rendu compte que les mécanismes étaient exactement les mêmes. Exactement les mêmes. Quand tu compares, par exemple, les mécanismes, finalement, d'adhésion à Daesh, tu vois, ou bien à des groupes sectaires traditionnels, on va dire, ou des phénomènes d'emprise très, très forts, tu t'aperçois que les mécanismes d'emprise sont exactement les mêmes. Et ce que tu dis, qui est un peu aussi un des axes très radicaux de ton livre, c'est que nous croyons que on va pouvoir convaincre quelqu'un de sortir de l'emprise. Ouais. Et au fond, ça, c'est la grande illusion. Exactement. Si quelqu'un est sous emprise avec son conjoint, est sous emprise dans une secte, ou soi-même, si on est sous emprise, on ne peut pas y arriver uniquement par la logique. Exactement. Et donc, c'est ça dont plein de gens font l'expérience. Ils voient quelqu'un qui est sous emprise, ils disent mais tu vois bien que ça n'a pas de sens, tu vois bien, et ça ne marche pas. Exactement. Et c'est là où tu essayes de montrer, contre la manipulation de l'emprise destructrice, il faut comprendre les mécanismes et apprendre une manipulation élégante. Exactement, ouais. On n'a pas le choix. Donc là, c'est pas une question de morale, c'est si vous voulez sauver les gens, il n'y a pas le choix, il faut comprendre ces mécanismes-là. Et ça, c'est très contre-intuitif, parce qu'on a quand même toujours l'arrière-plan, mais non, si je dis la vérité, faut être moral, on a une réticence. Exactement. Exactement. En fait, notre intuition nous pousse à vouloir rétablir un sentiment d'injustice, voilà, ou essayer de faire entendre raison. Et le problème, c'est quand la victime est sous emprise, en fait, malheureusement, son niveau de discernement, il est au plus bas. Et donc, ça ne peut pas fonctionner. C'est comme si, par exemple, à un enfant, tu essayais de le convaincre, en l'occurrence, que le Père Noël n'existe pas, voilà, alors qu'il a 4 ans, et depuis qu'il est né, on lui dit que le Père Noël existe. Et donc, quand tu vas arriver en disant non, mais il n'existe pas, il va se dire mais non, mais attends, mes parents et tout le monde autour de moi me dit qu'il existe, je sais que tu racontes n'importe quoi. Donc ça va provoquer ce qu'on appelle un effet de réactance psychologique. Donc, qu'est-ce que c'est que la réactance? C'est dès lors qu'un individu a le sentiment que sa liberté d'action lui est ôtée, de façon virtuelle ou véritable, il va agir à l'inverse de ce qu'on attend de lui. Et donc, en fait, c'est ça la réactance. Et donc, on l'a vécu, par exemple, avec le Covid. Il y avait des gens qui étaient anti-masques. On est d'accord que plus on leur demandait de porter des masques, moins ils le faisaient. C'est ça la réactance. Et donc, du coup, c'est le principe de vouloir convaincre quelqu'un qui ne cherche pas à être convaincu. Donc tout ça, ça ne marche pas. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre les mécanismes à l'œuvre et voir comment on peut jouer dessus pour petit à petit faire en sorte que la victime recouvre en discernement. Mais il faut le dire, tu le disais bien, c'est que quand tu es seul,
c'est presque impossible. Sauf si tu as assisté à un énorme électrochoc. Voilà. Si par exemple, moi je l'ai vu pendant des sectes où en fait, tu avais le gourou qui était glorifié. Voilà, la personne était seule. Voilà, isolée. Et un jour, elle a vu que le gourou se comporte en complète inadéquation avec les valeurs qu'il pouvait proclamer. Donc là, ça a fait un électrochoc. La personne s'est dit, OK, il raconte vraiment n'importe quoi. Mais ces cas sont très, très rares. C'est pour ça que les personnes victimes d'emprise, il ne faut jamais couper le lien. Jamais, jamais. Donc la confrontation brutale avec quelqu'un qui est sous emprise ne marche pas. Donc comment on fait pour libérer quelqu'un de l'emprise ? Et si elle est sectaire ou bien... Ouais, disons. OK, ou bien sectaire ou bien personnelle, OK. Alors... Tu as déjà dit, donc on ne coupe pas le lien. Ouais, alors effectivement. Alors je te le dis, il y a quelque chose qu'il faut vraiment considérer, c'est que plus l'emprise elle est profonde, plus le temps nécessaire sera élevé. Donc il y a une forme de proportion dans le rapport au temps, et ça on le sait. Donc le premier point, c'est vraiment de ne jamais couper le lien. En fait, pourquoi ? Pour que la victime puisse bénéficier de l'effet de contraste. Ça, c'est hyper important. C'est que, par exemple, si je vois que tu es sous emprise, Fabrice, en fait, volontairement, je ne vais jamais couper le lien avec toi. On va continuer à aller boire un verre. Tu vas voir que je suis libre, heureux. Et toi, malgré toi, tu vas comparer avec ce que tu peux vivre. Et ça me permet, en fait, de maintenir toujours une fenêtre ouverte. Il y a toujours de l'oxygène qui va circuler pour toi. J'aurais dû te rencontrer avant, parce que moi, j'ai rencontré des gens qui étaient dans une forme de secte. Et c'est sûr que, à force de ne pas réussir à les convaincre, je me suis dit, tant pis. Et au fond, non, il faut changer. Il faut juste être là. Présent, ouais. Et comme tu dis, c'est plus en témoignant de sa propre expérience. Ouais. Et ne rien dire de l'expérience de l'autre qui justifie qu'il a raison d'être dans une secte, de perdre tous ses moyens, d'être malheureux, de rien dire. Exactement. Et juste ça, régulièrement, ça peut suffire à un moment à déplacer la chose. Exactement, en fait. J'aurais dû te rencontrer plus tôt. Non, je ne sais pas, mais... Bah, si, c'est triste. On le voit, moi je l'avais vu auprès de certains membres, en fait, malheureusement emprisonnés dans des sectes. Ce qu'on faisait, c'est qu'on maintenait un contact régulier, souvent aller au resto ou bien prendre un verre. Donc nous, on était plutôt heureux de vivre. Et lui, en fait, ce qui n'était pas du tout le cas. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'il se retrouvait seul, il nous quittait. Il se disait, mais même il refusait de se l'avouer à lui-même, nécessairement, il comparait notre vie à la sienne. Donc ça, c'est le premier point, ne jamais briser le lien. Le deuxième point, en fait, on l'avait vu, mais il faut le répéter, c'est de ne pas essayer de convaincre l'autre. D'accord ? Ce qui est facile à dire, mais pas facile à faire. Exactement. Je peux en témoigner, pour avoir été confronté à cette situation. T'as envie de dire, mais tu vois pas que ton gourou, c'est juste un pervers, complètement stupide, incompétent. Donc c'est très difficile bien sûr. De se retenir. Ah, exactement. Parce que quand tu dis ça, par exemple, tu vois bien que ton gourou, c'est un pervers, c'est un incompétent. Si le gourou, il a pratiqué l'inoculation psychologique dont on parlait, et qu'il a dit, tu verras, en fait, Fabrice, il te dira que je suis un pervers et un incompétent. Le jour où, en l'occurrence, la victime se dira « Tiens, c'est fou, en l'occurrence, c'est exactement ce que mon gourou m'a dit, qu'on dirait ça de toi. » Naturellement, encore une fois, ça ne va faire que de renforcer le lien de dépendance. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à convaincre ou quoi que ce soit. En fait, c'est des sujets qu'on occulte. Vraiment, ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est d'introduire ou d'inoculer des fines dissonances cognitives. C'est ça qui est important. En fait, on en parlait, l'homme, il a besoin d'être cohérent dans ce qu'il fait. Cohérent. La dissonance cognitive, qu'est-ce que c'est ? Bon, même si, évidemment, tu connais ça parfaitement, mais peut-être je le répète pour les auditeurs, c'est dès lors qu'il y a un conflit entre un acte qu'on cherche à poser et des valeurs ou des croyances qu'on peut avoir. Un exemple très simple, en l'occurrence, c'est fumer tue, d'accord ? Et c'est pas pour autant que les gens s'arrêtent de fumer. Pourquoi ? Parce que ça, même si c'est un état de fait, c'est un principe de réalité, pour les gens continuent à fumer. Mais pour éviter de souffrir de cette dissonance cognitive, je fume et je vais me faire du mal, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Pour rétablir leur cohérence interne, ils vont se dire ma grand-mère, elle a 93 ans, ça fait 50 ans qu'elle fume et elle est toujours en vie. Voilà, on va se raconter une belle histoire pour diminuer la dissonance cognitive. Okay ? Et donc, du coup, en fait, ce qui est important, quand on doit faire vaciller une croyance ou un dogme ou une valeur sacralisée,
généralement, c'est intéressant d'introduire des fines petites dissonances cognitives. Donc, par exemple, je te raconte ce que j'avais pu faire pour quelqu'un sous emprise qui disait, ben voilà, il l'appelait, je ne sais plus comment il l'appelait, le guide spirituel. Ton guide spirituel te dit qu'en l'occurrence, il faut faire vœu de pauvreté, mais comment tu expliques qu'il s'est acheté une maison de 350 mètres carrés avec une piscine et un jacuzzi? Donc là, la personne, elle commençait un peu... elle avait du mal à répondre, donc sa latence de réponse augmentait, ce qui en disait long. Et puis, je me rappelle, j'avais utilisé une deuxième dissonance cognitive qui était assez forte. Je disais, mais à quand remonte la dernière fois où tu as pu t'opposer à lui, dire non, sans crainte de représailles? Et là, c'était terminé. Parce qu'en fait, évidemment, elle s'interdisait de penser à tout ça. Sauf que le fait, moi, de le verbaliser et de produire ces petites dissonances, la personne, finalement, va considérer sa personnalité différemment, la façon dont elle interagit différemment. Et ça, c'est important, ces petites dissonances cognitives. On va pointer, en l'occurrence, des contradictions entre des actes, voilà, et des valeurs ou des croyances proclamées. Ça marche très, très bien. Reconstruire l'identité personnelle. Ça, c'est ce que j'appelle l'angoisse du vide. En fait, j'ai failli commettre une grosse erreur sur le sujet. En fait, les fois où j'ai pu libérer des personnes d'emprise sectaire, je m'étais dit, bon ben voilà, il y a un souffle de liberté que j'ai réussi quelque part à insuffler, et voilà, ils vont repartir. Et en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. La meilleure image que j'ai pu vivre, c'est en fait, j'imaginais un enclos avec des individus à l'intérieur sous une emprise sectaire. Et quand j'ai réussi à les faire sortir de l'enclos, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'ils ne quittaient pas l'enclos. En fait, ils tournaient autour de l'enclos. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus de repères. Et en fait, l'enclos représentait finalement des repères pour eux. Et donc, ça, c'est finalement le vertige de la liberté, l'angoisse du vide. Et ce qui est important, du coup, c'est de reconstruire l'identité avec la personne. Souvent, ce que je fais, c'est ce que j'appelle une sorte de sortie narrative, pour éviter une cassure trop forte entre ce qu'ils ont vécu et après cette liberté, qu'ils ne connaissent pas, hein, parce qu'en fait, on a quelque part étouffé cette liberté où ils ne l'ont jamais connue. En fait, ça peut être une promesse, finalement, d'une vie meilleure, mais en fait, ça ne nous parle pas qu'on n'a jamais été libre. Et donc, ce qui est important, c'est de bien reconstituer l'identité de la personne. Donc, la sortie narrative, souvent, ce que j'utilise, c'est que finalement, tu renonces pas à ta foi, par exemple, si en l'occurrence, on avait utilisé la foi, mais finalement, tu vas l'amener plus loin. Ou bien, ce que je vais dire, c'est que tu ne renonces pas à l'expérience vécue, mais finalement, tu vas l'amener à l'âge adulte avec des choix et des contraintes qui t'appartiennent. Tu vois, en faisant ça, je crée une continuité. Parce que si j'étais dans une secte et que je sors, au fond, tous mes points de repère ne sont plus là. Donc en fait, il ne faut pas croire que je vais me sentir bien. Exactement. Il faut là aussi du temps pour reconstruire. Et si je vivais avec dans une relation d'emprise dans un couple, au moins je la connais. Il y a des inconvénients, mais j'ai une certaine sécurité. Exactement. Et avant, si je me retrouve tout seul, je vais être perdu. Et avant le temps de retrouver d'autres relations, d'autres engagements, ça va prendre du temps. Et donc, c'est un passage à vide qu'il ne faut pas sous-estimer. Exactement. C'est pour ça que la personne a besoin d'être accompagnée. Ça peut être également sous forme de relations, ça peut être également des ressources financières, parce que souvent, elle a pu être dépendante finalement de quelqu'un d'autre. Et si elle n'est pas accompagnée, c'est compliqué pour elle. Et après, il faut restaurer également cette liberté d'action, liberté de choix, c'est important. En fait, quand tu es sous emprise, en fait, tes choix, ils sont limités, voire inexistants. Ou bien, on te fait souffrir de faux dilemmes. Tu as l'impression de choisir, mais on te donne l'illusion de la forme et on t'impose le fond. Tu vois, c'est comme si je te disais, tu préfères que je m'assoie à droite ou que tu te mettes à gauche? Tu vas me dire, plutôt à droite. Non, les deux choix mènent exactement au même résultat, d'accord? Tu peux faire prendre une douche ou prendre un bain. Quelle que soit l'option, tu vas te laver. Et donc, en fait, c'est ça, en l'occurrence, des faux dilemmes. Et donc, pour éviter effectivement cette angoisse du vide, souvent, ce qu'on va faire, moi, ce que je fais, c'est de réapprendre, rééduquer cette liberté de choix. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça? On va lui demander de choisir le restaurant. Les activités créatives qu'elle va pouvoir faire. C'est elle qui va faire ses tout petits choix pour petit à petit, réapprendre justement cette nécessité de devoir prendre sa vie en main. Tu veux bien raconter une autre histoire de comment tu as sorti quelqu'un d'une secte? Ouais. Pour qu'on voit pratiquement... Ouais.
Ça, c'est un cas qui m'avait marqué. Moi, quand je travaille sur ce sujet-là, je travaille que pour le monde de l'entreprise, en fait. Et donc, souvent, ce sont des patrons que je peux accompagner et qui, par moment, effectivement, ont un pied dans une secte. Et là, Donc, c'est qui te... généralement, c'est des patrons. C'est des grands qui te patrons. contactent Ou bien des grandes familles via des family office. Voilà, qui peuvent me contacter. Parce que c'est pas des particuliers, parce que malheureusement, j'ai pas le temps de le faire. Donc, c'est vraiment, soit c'est relève du monde de l'entreprise ou des family office avec des grandes familles où des personnes peuvent être sous emprise sectaire, personnes de leur famille. Voilà. Et là, en l'occurrence, on est en plein dedans. C'est un dirigeant, il est assez jeune. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je vais être appelé pour le sortir en fait de tout ça. Donc, je vais passer par une intermédiaire dans un premier temps, qui le connaît bien et qui va me donner de l'information sur lui et également sur l'espèce d'emprise que la famille avait reconstituée en fait sur lui. Et donc, ce qui va se passer, pour faire très très simple, hein, parce que c'est long. Voilà, on ne sort pas quelqu'un d'une secte comme ça, en fait, d'une emprise sectaire. Ça a mis plus d'1 an. Dans un premier temps, c'est de créer le lien. Ça, c'est le plus important. C'est qu'une fois que je vais pouvoir approcher cette personne... Comment tu as fait ? Alors, créer le lien, c'est à la fois simple et compliqué. Quand je dois agir sur les croyances de quelqu'un, dans 50% des cas, je n'ai pas besoin d'avoir recours à des techniques d'influence très avancées. En fait, il suffit juste de créer le lien. Et comment créer le lien ? En fait, c'est comment on va créer la confiance, soit à l'insu de l'autre, soit en l'occurrence, il va même demander à ce que cette confiance soit créée. Quand la personne est perdue, elle a besoin de cette confiance. Donc pour ça, évidemment, on va faire preuve d'écoute. Hein, c'est la base de toute relation interpersonnelle. Évidemment, d'empathie. Je ne vais jamais juger la personne. Et le plus important, c'est que je vais m'effacer au profit de l'autre. Et dans ce cas-là, comment tu as fait pour entrer en rapport avec cette personne ? Comment tu as créé le lien ? Une fois que j'étais avec elle, en face de moi, une fois qu'elle était en face de moi. Ouais. En fait, ce que j'ai fait, c'est déjà, je ne vais parler que 10% du temps. En fait, souvent, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, les gens, en fait, ils vont faire que de parler d'eux. Il faut faire tout l'inverse. On parle très, 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 très peu. Et donc, quand je dis je vais m'effacer au profit de l'autre, en fait, ce que je vais faire, il y a un principe de base, celui qui pose des questions mène l'entretien. Donc, je vais faire en sorte que la personne se révèle pour comprendre un peu sa structure mentale. Et pour ça, j'ai besoin, en l'occurrence, de comprendre sa personnalité, ses croyances, sa posture, ses motivations et ses vulnérabilités. Si je comprends tout ça, je ne vais pas dire que j'ai gagné, mais ce sera beaucoup plus simple pour moi, en fait, de rentrer. Donc ça, c'est la première étape que tu as fait avec cette personne. Exactement. C'est d'essayer de comprendre, en fait, véritablement sa personnalité. J'ai compris qu'il avait une personnalité dépendante. Donc ça veut dire que c'est une personnalité dépendante. En l'occurrence, les choix qu'il va faire auront besoin d'être validés toujours par quelqu'un d'autre. Ensuite, sa posture, elle était collaborative. Il était assez sympa avec moi, ouvert, mais un peu méfiant. Okay. Mais tu avais quelle position, quelle position tu as fait pour qu'il ait un rapport avec toi ? Tu as inventé quoi ? Oui, en termes de légende. Oui. En fait, j'ai inventé que j'étais un ami de la famille et la personne m'a présenté, c'est l'intermédiaire, en disant il faudrait que tu le rencontres, c'est quelqu'un qui a écrit quelques ouvrages. Je sais que quelquefois tu peux douter, rappelle-toi, personnalité dépendante, que quelquefois tu peux douter. Il pourra peut-être éclairer également tes décisions au quotidien, notamment tes décisions professionnelles. Et donc, en fait, quand je vais intervenir, je vais intervenir sur l'aspect pro de façade, mais dans l'ombre, évidemment, je vais aller, on va dire, creuser la partie personnelle. Voilà. Donc, du coup, oui, parce que c'est ça qui marche aussi. C'est qu'il y avait dans le lien la promesse d'un soulagement. Oui, exactement. Ce qu'on appelle le prétexte, C'est important de trouver une manière qui pouvait lui faire du bien et qui faisait qu'ils étaient prêts à te parler, à perdre du temps avec toi. Oui, exactement. Ça, c'est ce qu'on appelle le prétexte, c'est de créer les conditions favorables. On appelle ça modeler l'environnement pour que la personne, en fait, pour que ses défenses, en fait, elles baissent à son insu. Je dois créer de la sécurité intérieure. Donc, du coup, j'ai compris les 3 premiers points. Ensuite, lors de l'entretien, je comprends que ses motivations, c'est qu'il a peur de trahir sa famille. Il ne s'autorise pas à certaines choses. Voilà, il sait qu'il en souffre, mais il ne veut pas être rejeté de sa famille. De sa famille ou de la secte ? Oui, mais la secte a un emprise sur sa famille, en fait. C'est ça le problème. Et après, c'est ses vulnérabilités. Ça, c'est très long, les vulnérabilités. Il en existe 9. Généralement, on souffre au moins de 2 ou 3 vulnérabilités. Et j'ai compris qu'il avait 5 vulnérabilités lors des échanges.
Et donc, ce qui me permet à ce moment-là d'activer des leviers d'action pour agir sur lui. Donc, une fois, pour faire simple, ça a été long, que la confiance a été créée, il a commencé à se livrer et à me raconter en fait ce qu'il pouvait vivre. Sauf qu'à chaque fois, il y allait petit à petit, il ne s'autorisait pas à certaines choses. Donc, j'ai fait exactement ce que j'ai pu te dire. J'ai introduit des fines dissonances cognitives pour le faire réfléchir différemment sur ce qu'il pouvait vivre. Et puis, en fait, ce qui a fait la différence, c'est que en fait, quand on parlait d'isolement, la famille passait beaucoup de temps avec lui pour l'empêcher, en l'occurrence, de voir l'environnement extérieur. Et moi, j'ai fait tout l'inverse. J'ai passé beaucoup de temps avec lui, voilà. Et en fait, tout ça est devenu une sorte de bouffée d'oxygène. Pareil, il a comparé le monde extérieur à ce qu'il pouvait vivre. Il s'est rendu compte, en fait, que sa liberté, elle était bafouée, que ce mode d'expression, en fait, était inexistant. Et petit à petit, je lui ai redonné de l'oxygène avec tout ça. Et en fait, c'est les deux grandes étapes, c'est la création du lien par la confiance, voilà. Et ensuite, la deuxième, c'est toute la partie inoculation psychologique, briser l'isolement. Ça a duré 1 an. Ouais, plus d'1 an, ouais. Tout à fait. Et il y a un moment où ça a basculé? Alors, oui, il y a un moment où ça a basculé, mais le problème, c'est qu'on a vécu le fameux angoisse du vide. C'est qu'une fois que j'ai réussi à le sortir de là, il s'est rendu compte, en fait, quand je poignais, en fait, ce que j'avais fait, j'avais utilisé les éléments rhétoriques utilisés par, en gros, le leader de cette secte. Et je lui ai dit, regarde, il va utiliser ça, donc le recours à l'autorité, le recours à la peur, le faux dilemme, les principes moraux et tout ça. Et donc, ce qu'il faisait, cette personne, c'est qu'il me disait « Ah mais oui, Marouane, t'as raison, il a cité ça, il a cité ça, il a cité ça. » Donc, j'anticipais les comportements, en fait, du leader. Donc, petit à petit, ça a aidé véritablement à ce qu'il s'affranchisse, en fait, de sa famille et qu'il en sorte. Et le problème, il était là, c'est le fameux enclos. Il tournait autour de l'enclos. Il me disait « Oui, Marouane, je goûte à la liberté. » Mais il dit « Mais ça veut dire quoi, la liberté ?» Comme il ne l'avait jamais connue de sa vie, je pensais que de lui promettre cette liberté allait lui apporter un second souffle, et en fait, ce n'était pas le cas, je m'étais trompé. Donc, l'accompagnement après, avec un psy, et voilà, des gens dont c'est le métier, a permis justement, petit à petit, qu'il arrive à se départir de tout ça. Et ils sont sortis aujourd'hui? Oui, clairement, et il va très certainement nous écouter là. Donc, oui. Et c'est devenu quelqu'un de proche maintenant. Mais tu peux faire ça de moins en moins parce que les gens te reconnaissent. Ouais, alors oui, il y a certaines fois, je ne peux pas le faire. Mais il y a certaines fois, en fait, où les gens, ils peuvent quand même m'appeler parce que, en fait, ce qui se passe, c'est l'autocensure. Tu as des gens qui peuvent, donc c'est souvent des dirigeants, qui m'appellent en me disant il faudrait quand même qu'on se voit. Je commence à me poser certaines questions. Donc quand ils me disent ça, je sais qu'ils ont un pied à l'extérieur et encore un pied à l'intérieur. Mais seuls, ils n'y arrivent pas. Et donc, moi, je vais les aider justement à sortir de tout ça. Donc, ils peuvent également m'appeler directement. Ouais, exactement. Et il y en a beaucoup? Il n'y en a pas beaucoup parce que mon métier, ça reste la négociation. 90% de mon temps, ça reste des négociations complexes. Comme régulièrement. Mais je peux avoir également, souvent, ce sont soit des family office, soit ce sont des entreprises. Voilà. Tu montres aussi que les foules, on en a parlé très rapidement dans l'introduction, mais les foules peuvent créer une forme d'emprise collective. Ah oui. Et c'est important, tout ce que tu as expliqué, aujourd'hui, c'est une vraie question sociale et politique. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, la foule devient une identité à part entière. En fait, tu ne réfléchis qu'au travers de la foule, ou par exemple de ton parti politique, ou en l'occurrence de discours radicaux. Donc, en fait, le je, voilà, identitaire, s'efface au profit du nous, qui est en l'occurrence la foule. Et en fait, on se rend compte que la foule, c'est pas une somme d'individus. En l'occurrence, ce sont 1000 individus qui vont adopter exactement la même posture. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que au même titre que des groupes polarisés, la foule, c'est pareil. À partir du moment où la foule avance, c'est comme les moineaux qui avancent tous ensemble, l'individu ne réfléchit plus, c'est la foule qui lui demande, qui lui dit ce qu'il doit faire. Et on le voit notamment avec l'actualité. Tu montres qu'avec les réseaux sociaux et tout ça, le phénomène de foule s'amplifie. Et on a là, tu parles d'une sorte d'emprise horizontale. Là, on a parlé beaucoup d'une sorte d'emprise un peu verticale, de quelqu'un qui a un rapport un peu de pouvoir sur nous. Mais là, il y a une nouvelle forme d'emprise horizontale. Et là, comment les repérer ? Alors, effectivement... D'accord, tu montres le phénomène de la foule, on voit. Comment je peux, moi, avoir la discipline et l'hygiène pour essayer de ne pas tomber dans cette emprise ? Alors,
C'est toujours la même chose, c'est très compliqué. Parce que quand on fait partie d'une foule, notre niveau de discernement, il faiblit. Et on voit bien, on a une sécurité. Si on reprend ce que tu as dit, Exactement. Si je finis par adopter le langage d'un parti politique, d'une idéologie, c'est ça. Au fond, je me sens bien parce que j'ai plus à assumer ma liberté. Ouais, et j'ai plus à réfléchir surtout. J'ai plus à réfléchir. Ouais. Et au fond, malgré tout ce que les gens racontent, on est soulagé de plus avoir à réfléchir. Exactement. Donc c'est séduisant. Ouais, c'est le fameux prêt-à-penser. C'est le fameux prêt-à-penser. Cette horizontalité finalement de la connaissance, elle est plus verticale. C'est plus le sachant qui dit voilà ce qu'il faut faire. Je m'aperçois que mes semblables, issus souvent de mon environnement, voilà, on a un environnement identique, pensent exactement comme moi. Donc si tout le monde pense exactement comme moi, c'est que j'ai raison depuis le début. Alors que tu parlais de réseaux sociaux, les algorithmes ne vont faire que de pousser des informations qui confortent les recherches qu'on a pu faire sur Internet. Le problème, c'est que les gens pensent être libres finalement des informations qu'ils peuvent recevoir, ou bien ceux qui font preuve de discernement, mais pas du tout. En fait, ils souffrent simplement de biais de confirmation. Et donc, cette horizontalité de l'information nous conforte d'autant plus là-dedans. Et après, ce qui est hyper, on va dire... je dirais capiteux. Il faut vraiment l'utiliser, le terme capiteux. C'est que, en fait, quand tu n'as plus besoin de fournir d'efforts, d'accord, pour, on va dire, essayer de questionner une idée, ok, ou bien de remettre en cause un acquis, ben ça, pour le coup, c'est à la fois très rassurant et très reposant. Et donc, on accepte beaucoup plus facilement des pensées simplistes ou ce que j'appelle du prêt-à-penser. Et donc, quand la foule nous dit ben voilà ce qu'il faut faire, bah, très bien, on va se dire oui, pas de problème. Comme on pense la même chose, je suis d'accord. C'est le principe de l'IA. L'IA qui arrive finalement, là où, en l'occurrence, elle est dévastatrice, c'est qu'elle va détruire quelque part un peu le sel de l'humanité. Tu vois, le goût de l'effort, la valeur du travail, la nécessité de pacifier son rapport au temps. Les choses prennent du temps par moment. Et en fait, quand l'IA finalement balaye d'un revers de la main les vulnérabilités humaines, finalement, et qu'elle nous propose sur un plateau d'argent, sans fournir le moins d'efforts cognitifs à ce qu'on peut avoir en claquant des doigts, eh ben, tu vois beaucoup de similitudes avec la foule ou les groupes polarisés. Ils font exactement la même chose. Ne t'embête pas, confie-nous ta réflexion. On va s'en occuper. En fait, quand même, un des cœurs de ton propos, d'un bout à l'autre, c'est que on ne peut pas éviter d'assumer notre vulnérabilité. C'est ça aussi un peu un des paradoxes, disons, la leçon de ce qui t'habite. C'est si vous voulez être autonome, libre, responsable, eh bien, il faut que vous connaissiez vos vulnérabilités et que vous acceptiez l'incertitude. Et en fait, c'est le contraire de ce qu'on raconte partout. Et on s'attendrait... quelqu'un qui écrit l'élégance de la manipulation, qui va donner toutes les techniques pour ne plus jamais être vulnérable. Mais tu montres que c'est l'inverse. C'est uniquement en comprenant ma vulnérabilité. Exactement. Qu'on pourra, non pas s'en prémunir, mais cultiver, on va dire, le doute qui est nécessaire pour simplement rétablir l'esprit critique. Il y a des gens qui ont besoin de certitude, donc ils s'enferment dans des certitudes pour mieux comprendre le monde. Donc souvent, ils réinterprètent la réalité à l'aune, en l'occurrence, de leur certitude. Et alors que le doute nous permet quand même de nous interroger. Ce qui est le paradoxe, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la certitude a l'air fort, en réalité il est fragile. Exactement. Quelqu'un qui doute et qui accepte ses vulnérabilités, il est fort parce qu'il est conscient de ses propres vulnérabilités. Exactement, je ne l'aurais pas dit aussi bien. Et c'est ça que tu essayes de Exactement. montrer. Avant de clore, il y a une histoire qui n'est pas directement sur l'emprise, mais que je trouve quand même éclairante. C'est l'histoire que tu racontes de ton fils. Ton fils a 8 ans, il est à l'école, et il y a un garçon qui essaye d'avoir une certaine emprise sur lui, qui a une emprise avec beaucoup de ses camarades. Et je trouve assez éclairant pour comprendre comment tu fonctionnes. Donc déjà, tu crées un lien suffisamment fort avec lui pour qu'il t'en parle. Et là, au lieu de lui faire la morale, lui dire c'est vrai, si tu veux raconter ce que tu fais avec... Ouais, alors il a maintenant 17 ans. Ouais, mais c'est ce que j'ai fait à 8 ans, ouais. Donc ton fils a 8 ans, il est dans la cour de récréation, il y a un camarade qui essaie d'avoir une emprise, beaucoup de camarades acceptent, alors ils demandent pour faire partie du groupe, de faire des bêtises, de faire des trucs. Ton fils hésite, alors déjà c'est complètement bouleversant parce qu'il t'en parle, donc je me dis t'as déjà créé du lien, et là au lieu de lui dire
ce qu'on imaginerait, attention, c'est pas bien, il veut peut-être avoir de l'emprise sur toi. C'est pas du tout ce que tu fais. Ouais, exactement. En fait, donc mon fils maintenant il a 17 ans, donc quand il avait 8 ans, il y avait, tu connais, c'est un peu ces groupes à l'école, on a tous vécu ça, qui est horrible. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui cherche à prendre l'ascendant, voilà, pour différentes raisons. Et en fait, lui, ce qu'il faisait, alors à 8 ans, il était déjà hyper charismatique. Beau gosse, il s'exprimait bien, vraiment, donc c'était un futur leader. Alors je ne sais pas ce qu'il va devenir exactement. Et en fait, pour faire partie de son groupe, il imposait en l'occurrence des règles. Comme un leader de secte peut faire, hein, pareil. Donc en gros, il fallait lui donner son dessert, il fallait faire telle bêtise et ce genre de choses. Et je voyais que mon fils, en fait, il m'en a parlé une fois à table. On a toujours eu un lien de proximité très très fort. Et il commençait à se demander si c'était bien de faire tout ça. Donc j'ai dit, écoute, déjà le fait que tu t'interroges, tu as fait un énorme pas. Je lui dis, à ton avis, est-ce que l'amitié est conditionnée à, en l'occurrence, des sacrifices que tu dois faire auprès de quelqu'un? Donc il a eu du mal à comprendre cette phrase. Je lui ai dit, voilà, ton papa, il va t'aimer si en l'occurrence tu me donnes ton dessert tous les soirs. Il va dire, c'est pas normal. Voilà, je veux que ça vienne de lui. Et après, en fait, malheureusement, à l'âge de 8 ans, on cherche à exister au travers d'un groupe. C'est normal, c'est le groupe d'appartenance, comme plus tard, par la suite. Et je me suis rendu compte qu'il serait jamais heureux dans ce groupe-là. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai inscrit dans un club de foot, où en fait, il s'est reconstitué un groupe d'amis qui étaient sains, comme lui, où il n'y avait pas de phénomène d'ascendant ou ce genre de choses. Ce qui a pu, par effet de contraste, lui faire réaliser à quel point, en fait, son copain-là, il était vraiment pas bien. Et en fait, j'ai recréé un groupe d'appartenance, voilà, qui était parfait pour lui, plutôt que d'essayer de lutter contre ce groupe-là. Il avait juste pas sa place là-dedans. Et en fait, tous ses copains étaient sous emprise. Il refusait de se l'avouer parce que c'était quand même assez rassurant, voilà. Et donc, lui, il était 1000 fois plus libre et beaucoup plus heureux, en fait, que les autres. Et petit à petit, les autres, ils ont réussi à s'en détacher, d'ailleurs. Mais voilà, je trouve que c'est une histoire qui est très belle pour clore notre entretien, parce qu'on voit bien la souplesse que ça implique, et que c'est pas détruire l'équipe de la personne, et que c'est ça que tu nous apprends à faire. Et on sent que c'est une manière vraiment bienfaisante d'aider les gens. Donc merci Marouane, et j'invite tout le monde à lire ton livre complètement clair et stupéfiant. Merci beaucoup Fabrice, à très vite. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci, parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, parce que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange, et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.